Salut tout le monde, salut les épicurieux. On vient de passer 5 semaines en Laponie norvégienne. Oui, c'est la Norvège, mode d'emploi tel que vous l'avez vu dans le titre et la miniature, mais on va surtout se concentrer dans cette vidéo sur la Laponie norvégienne. On a quand même déjà fait la Norvège plusieurs fois. Elodie, c'est ta 3e fois au moins. Moi, c'est ma 5e fois, donc on connaît bien la Norvège, qu'on peut donc vous en parler correctement. On a fait d'autres voyages dont je vous parle dans les vidéos qui sont ici, je les mets en miniature. On en a fait quelques-unes concernant les parties dont on va pas vous parler maintenant et qui sont plutôt dans le sud, puisque là on est que dans le nord. Alors bien sûr, si vous venez en Norvège, il faudra faire des grands sites et des incontournables telle que la capitale d'Oslo, qui est vraiment très bien. On avait fait une belle visite d'Oslo. Ensuite, vous pouvez remonter jusqu'à Stavanger. Stavanger, c'est surtout parce qu'il y a un gros rocher sur lequel les gens vont. C'est un peu du tourisme de masse. Mais enfin bon, si vous l'avez pas fait, c'est à faire aussi. Ensuite, vous pouvez remonter à Bergen. Alors Bergen, c'est aussi très touristique. Il y a des croisières qui arrivent ici et qui lâchent 3-4 000 touristes d'un seul coup sur le port. C'est joli, mais il faut éviter de tomber le jour où les bateaux arrivent. Et puis vous avez un grand fjord de Geranger par exemple, sûrement un des plus beaux de Norvège. Si vous passez par l'intérieur, depuis Oslo, vous remontez vers l'intérieur, vous passez par Lillehammer, qui est une station de ski où il y a eu d'ailleurs les Jeux Olympiques en 94. Alors nous on est arrivé par Narvik, c'est-à-dire par la Suède, et on a coupé au travers. Et donc ça nous a conduit, avant de monter directement à Laponie, à aller du côté des Lofoten. Mais comme on avait déjà visité les Lofoten précédemment, cette année on s'est concentré sur les petites îles qui sont en fait au nord des Lofoten, qui s'appellent les Vesterellen. Les Lofoten, c'est bien, hein, et il faut reconnaître que c'est bien, mais en même temps, là encore, du surtourisme. Le tourisme de masse fait des ravages là-bas. Il y a une petite route d'ailleurs, en plus elle est étroite, donc en camping-car c'est pas évident pour les croisements. Et puis c'est un cul-de-sac, quand on arrive au bout, on est obligé de le faire dans l'autre sens. Et c'est rempli de monde. Donc lorsqu'on a fait ce voyage-là, on a quand même fait quelques îles à côté qui était un peu plus vierge et qui était intéressante, notamment pour la pêche, mais la pêche, on va vous en parler plus tard en Norvège. On va essayer de vous parler plutôt que de reprendre les étapes les unes après les autres de nos coups de cœur. Donc les coups de cœur, en fait, les premiers coups de cœur en Norvège, c'était principalement des coups de cœur à cause de la pêche ou des super spots pour le soleil de minuit, donc ça on en reparlera plus tard. Après, les vrais coups de cœur, c'était vraiment plus au nord dans la Laponie. On a fait en fait dans ce voyage plein de bouts du monde. Le Cap Nord géographique. Le Cap Nord géographique, et on va vous montrer quelques images de cette partie-là. Ah, on est arrivé au Cap Nord, le vrai, le géographique. Et c'est le point le plus au nord du continent européen. C'est pas le Cap Nord touristique, hein. Alors le Cap Nord touristique, il est sur une île en fait. Et là, on est récompensé de notre voyage. Et il y a quand même pas mal de camping-cars, hein. Et nous, on va faire une randonnée là, 8 km au total. Et là, vous voyez au fond, il y a des camping-cars. C'est un point qui est le point terminal de notre balade. C'est une œuvre d'art. Et pas de la neige. Tu vois? C'est plein de petits coquillages. Il n'y a pas de cocotier ici, à 6 degrés. Ouais,
mais il y a le sable blanc. Il n'y a pas le maillot de bain. Hein. Il manque un peu le soleil quand même. Même si c'est le soleil de minuit ici. On a trouvé Ah ouais? des bois de rennes. Ah, ils sont beaux, hein? Ouais, ça te va très bien. Ouais, dis-moi que je suis cocu tant que tu y es. Ah, je ne savais pas comment te le dire. Attends, je vais les essayer pour toi. C'est les bois du même renne parce qu'ils sont complètement symétriques. Trop chouette, on les mettra au-dessus de la cheminée qu'on n'a pas. Faut construire une cheminée. Et là, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ça fait sapin de Noël? Ouais. Je sais pas si c'est comme ça, si tu fais vraiment le renne, mais bon. C'est la reine des pommes. C'est une zone qui est très différente parce qu'elle est sur le continent, alors que le Cap Nord touristique, il est sur l'île du Cap Nord. Et de la même façon qu'on est déjà allé sur cette île-là pour aller sur le vrai Cap Nord cette fois, parce que le Cap Nord touristique, c'est pas le vrai, et le vrai il se trouve juste à côté. Et on a fait d'ailleurs des balades. Je vous renvoie ici à cette balade qu'on a faite et qui est une balade assez longue, mais qu'on a beaucoup appréciée. Elle fait quand même 18 km, elle n'est pas facile à faire, il faut des bonnes chaussures, mais si vous venez par là, je vous conseille de la faire. Après, autre bout du monde, plus à l'est, la péninsule de Vardo avec Vatso, Vardo, et puis un petit bout du monde tout à fait où se termine la route. C'est une route en voie unique qui va au bout du monde où il y a plein de... Alors c'est pas des baleines, ça va être des rorquals qu'on voit s'agiter au bord de l'eau. C'était très chouette ça. Oui, c'est une route qui est assez particulière parce qu'elle est très sauvage avec des gros pics on se croirait dans un endroit hors de la terre, quoi. Ça fait bizarre, quoi. C'est très volcanique, on aurait pensé qu'on était vers Ushuaia. C'est très joli et très sauvage et c'est une route à faire. C'est après Vardo. Vardo aussi c'est bien. Le coin, on a un coin à Vardo que tous les camping-caristes visitent. C'est un coin qui est face à une île aux oiseaux et on vient avec des téléobjectifs pour voir les oiseaux et voir les rorquals aussi parce qu'ils sont très nombreux. Oui, et puis même la ville elle-même, alors elle est un peu vieillotte parce que avant c'était un port de pêche à la morue qui était très développé et puis ça s'est cassé la figure et ça a été en fait essayer de survivre avec les artistes qui ont essayé de mettre en valeur un certain nombre de choses, donc il y a pas mal de street art dans la ville, c'est sympa de se balader. Et donc après ce secteur-là, on est retourné sur nos pas pour aller vers la partie la plus à l'est, vers la Russie. Donc là, on est allé à Kirkenes. Kirkenes, c'est pas un incontournable, mais c'est pratique. Oui. Et par contre, ce qui est bien, c'est de continuer après Kirkenes, au-delà, d'aller le long de la frontière russe à Grense-Jacobsen. C'est vraiment là le bout du bout de l'Europe. De l'Est de l'Europe, c'est le point le plus à l'Est de l'Europe. Et on longe une petite rivière qui longe la Russie sur quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres, et on est à 1 mètre de la Russie. Il suffit de mettre le pied dans l'eau pour être en Russie. Ceci dit, c'est strictement interdit, on peut même pas s'arrêter prendre des photos. C'est très très réglementé et les Norvégiens ont une petite caserne là avec des petits jeunes très sympathiques qui nous disent si on veut prendre des photos de paysage, on peut, mais il faut éviter toutes les structures construites pour ne pas avoir de problème avec les Russes. Bah là, avec les tensions actuelles avec la Russie, il y avait un bon peloton de l'armée norvégienne qui était sur place. Hein. C'était pas quelques-uns, c'était envahi. Oui, mais c'est des petites unités, c'est pas des chars, des machins, c'est juste des quads. Hein, donc c'est quand même juste... Dis-le pas aux Russes. Les Russes, on entend qu'ils savent tout ça et qui eux ne s'interdisent pas de prendre des photos et d'envoyer des drones. Bon, enfin, donc là c'est calme quand même sur le plan militaire, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, tous les touristes norvégiens viennent ici pour voir le soleil de minuit. Alors tiens, ça me fait penser qu'on pourrait parler d'ailleurs du soleil de minuit qu'on a vu à cet endroit-là. Oui, alors on a essayé de voir le soleil de minuit, enfin
La lumière de minuit, on l'a eu tout le temps. Hein. Donc, lorsque vous venez dans ce secteur-là, au-delà du cercle polaire, et surtout cette période de l'année, là, on a fait une période qui se situe au mois de juin, fin mai, juin et début juillet. Donc, dans ce secteur-là, on a eu du soleil en continu. Et la nuit, c'est pas évident de pouvoir dormir avec autant de lumière. Ouais, ça c'est à prévoir. Hein. Si vous craignez de dormir pas dans le noir, il faut un masque de nuit. Parce que dans le camping-car, il fait jamais noir complètement. Et il y a des super spots. Les spots pour voir vraiment le soleil de minuit, ils sont pas si nombreux que ça, parce qu'il faut qu'il y ait une vue dégagée. Alors pas forcément sur la mer complètement pour voir le soleil raser la mer, mais il faut que ça soit quand même assez vaste, une étendue assez vaste devant vous. Et il y a quelques spots comme ça où on a réussi à le voir. Il faut pas qu'il y ait de nuages, il faut pas que ce soit le jour où il pleut. Donc on a dû le voir vraiment le soleil de minuit 3-4 fois. Peut-être un peu plus, parce que je suis pas sûre. Parce que en fait, il y a des passages nuageux. On peut très bien se coucher le soir. Enfin, quand je dis coucher le soir, coucher lorsqu'il fait tard, au niveau de la montre. Mais il fait gris, pluvieux, et puis tout à coup, le soleil passe sous les nuages à l'horizon, et du coup on est éclairé plein feu. Et si vous êtes orienté vers le nord, évidemment là vous êtes bien éclairé. Alors oui, comme disait Elodie, si vous êtes positionné vers le nord mais que vous avez une montagne devant, bien évidemment là vous voyez pas le soleil. Le soleil passe derrière la montagne. Lorsque on l'a filmé, le soleil à minuit, c'est là où il était le plus haut. Lorsque vous regardez le soleil dans la journée, par contre, eh bien en fait ce qui est original lorsque vous êtes dans ce secteur-là, c'est que le soleil, quand il aura fini de raser l'horizon, en fait il remonte. Alors pendant très longtemps il est devant vous toute la matinée, puis il remonte juste au-dessus de vous, et puis il redescend. Donc ça fait un cercle au-dessus de vous, sans qu'on le voit jamais évidemment au sud. Et donc ça c'est original. Et si vous venez à l'automne, les spots qui servent pour le soleil de minuit en juin-juillet servent pour les aurores boréales à l'automne. Ah, les aurores boréales, on aurait bien voulu en voir quand il y avait encore un peu de nuit, mais à ce moment-là, on était encore bien avant, on était en Écosse et en Irlande, on est arrivé ici, il a toujours fait jour, donc là, il fait encore jour toute la journée, et donc... et toute la nuit, surtout, parce que toute la journée... toute la journée, quand on parle d'une journée, de minuit à minuit, voilà, donc voilà pour le soleil de minuit. Une autre raison pour laquelle on aime bien venir dans ce secteur-là, c'est évidemment la Laponie pour son côté sauvage. Alors le côté sauvage, évidemment, on a ici en Laponie aucune difficulté à voir des rennes. Qui ne sont pas complètement sauvages, puisque, comme vous le savez peut-être, les rennes, ce sont des troupeaux qui appartiennent à des propriétaires lapons qui s'en occupent, mais dans un type d'élevage particulier qui est très extensif, et les rennes sont en liberté. Mais ils sont tous plus ou moins marqués parce qu'ils appartiennent à quelqu'un. On les voit avec les colliers GPS même. Ah oui, il y en a quelques-uns qui ont des colliers GPS, sinon ils sont barbouillés un peu comme les moutons en Écosse pour les reconnaître. Sinon il y a un marquage qui se fait au niveau de l'oreille traditionnellement et qui fait que chaque propriétaire a son type de marquage. Alors les rennes sont très nombreux, ils sont pas très beaux en ce moment. En fait, ils ont leur pelage d'hiver qui commence à tomber, donc ils ont des taches sans poils, avec le poil long et le poil court, donc ils ont l'air un peu pelés, mais bon... sinon, ils ont des bois qui sont encore recouverts du velours. Et ils grandissent d'ailleurs parce que entre le début et la fin, on les a vus de plus en plus grands pour les mâles qui ont des bois. Il faut se méfier parce qu'ils sont sur la route souvent. Et alors généralement, ils marchent au bord de la route. Ils sont en train de manger l'herbe dans les fossés, mais enfin, il leur arrive d'être quand même au milieu et de pas se pousser facilement. Ah, et puis quand il y a un troupeau, c'est embêtant parce que s'il y en a un qui traverse et que c'est le chef, il y a tout le monde qui suit derrière. Hein. Donc, et quand il y en a des centaines, on en a vu, mais des centaines et des milliers, notamment dans des zones qui sont dans la zone du Cap Nord géographique, là où c'est des caillasses et où on a l'impression d'être sur une autre planète, il y a quand même les rennes qui se baladent là-dedans. On se demande ce qu'ils mangent. Hein. Ouais, ils sont au milieu des caillasses et puis
Bon, ils ont l'air trouvé quand même. Ils ont l'air... Remarquez, l'hiver, ils sont nourris par les éleveurs. Hein, parce que, bon, ramasser ou trouver du lichen sous la neige, quand il y en a 3 mètres et qu'il n'y a pas d'arbres, parce que sinon, ils mangent les lichens qui pendent dans les arbres quand il y a des arbres. Mais quand il n'y a rien, comme c'était le cas ici, on se demandait toujours comment ils faisaient pour survivre pendant l'hiver. Alors, par contre, on ne sait toujours pas si les élans existent. Hein. Déjà en Suède, on les avait pas vus, mais là... pas non plus. On sait qu'ils existent parce qu'ils laissent des traces. On a des belles crottes d'élan partout où on s'est baladé. Dans des randonnées qu'on a fait, la neige ayant fondu, on a vu les crottes d'élan posées au sol qui sont pas très fraîches. Mais des crottes d'élan fraîches, on n'a pas vu. Et des élans vivants, non plus. Pourtant, on les a cherchés. Hein, et on se dit qu'on va les voir en Finlande. Alors, dans le prochain voyage qui sera en Finlande, on vous en reparlera. Alors sinon l'intérêt aussi au niveau vie sauvage, c'est les spots de pêche. C'est quand même pour ça qu'on est venu aussi en Norvège, c'était pour pêcher. Premier cabillaud. Premier lancé en Norvège et premier petit cabillaud. Ouais, mais il est pas mal. Il est pas mal. Bon, j'en fais une dizaine et j'arrive. Hein. Ah, ça va faire trop. Bon alors, juste 2 chacun pour faire les filets et Oui, tout. voilà. Alors 4, j'arrête à 4. Mais je viens, Oui, tu viens. T'as vu, j'ai lancé. Paf, je vais faire pareil. je vais faire pareil. Alors la pêche, pour tout vous dire, on a beaucoup moins pêché que ce qu'on espérait et on a beaucoup moins pêché que la dernière fois qu'on est venu, notamment parce que les spots de pêche, c'est surtout lorsque on a des fjords profonds. Dans la partie nord, ils sont beaucoup moins profonds que dans la partie sud. Nous, qu'on est arrivé justement à Narvik, Trondheim, plus bas, etc. C'est des fjords plus profonds et on avait pêché beaucoup de poissons là-dedans. Allez, vraiment beaucoup. remets-le à l'eau. En fait, on fait du no-kill, Allez, mais néanmoins, on avait beaucoup plus de possibilités de pêche que cette fois-là. Mais en fait, bon, quand même, on a quand même réussi à faire quelques poissons qu'on a pu garder pour dégager les filets et les consommer régulièrement, même les mettre au congèle. On a de la chance d'avoir un congèle dans notre camping-car, ce qui fait que jusqu'à la fin du voyage, on a mangé notre poisson régulièrement. Donc là, on a pu pêcher un peu de cabillaud, beaucoup de lieux noirs. Les lieux jaunes, c'est plus bas, on en avait eu avant, mais là, c'est trop, on était trop au nord. De la pluie, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Ah ouais, bien. Là, c'est un coin qu'on avait fait une autre année et où j'avais raté un flétan énorme. Bêtement, quand je l'ai voulu le sortir de l'eau, au lieu de le sortir de l'eau, on n'a pas de gaffe, on n'avait pas de filochon, donc j'ai voulu le prendre à la main et bon, il m'a lâché et il était énorme. On s'est dit que là, on allait repêcher le flétan qu'on avait raté quelques années plus tôt. On a pris beaucoup de plis et c'est très bon. C'est le meilleur poisson qu'on ait mangé entre tous ceux qu'on a pris. Et puis ce qui est très bon aussi, qui n'est pas un poisson, mais c'est le fameux crabe géant. Le king crab. Voilà, le king crab. Alors on avait un coin, on était allé auparavant pour pêcher le crabe et on l'avait pêché assez facilement avec une technique qui était très simple, qui est donnée par un autre camping-cariste qui était là, un Allemand, et qui nous avait dit il faut faire comme ça. Donc on l'a fait, on avait pris plein de crabes. Et cette année, on s'est dit, bon, on va aller retourner pour manger du crabe. Et on est allé, on a fait exactement la même chose et on en a pris 0. Sauf qu'on en a quand même mangé. Parce qu'il y avait 2 camping-cars allemands qui étaient à côté et qui, eux, venaient tous les ans pratiquement ici, et depuis des dizaines d'années, d'après ce qu'elle m'a dit, avec une autre technique de pêche qu'on ne pouvait pas copier parce que on n'avait pas le matériel. Alors la technique, je vous la délivre ici si jamais vous allez pêcher le crabe, surtout à cet endroit-là où il y a cette espèce de ponton qui permet d'être au-dessus de l'eau et à une dizaine de mètres au-dessus de l'eau. Il ne faut pas avoir trop le vertige non plus, mais ils avaient une cagette avec des cordes et une grande corde pour le remonter, et ils avaient mis en bas de la cagette un petit filet de poisson vieux et mort et sûrement inconcevable pour nous, mais qui permettait de l'envoyer au fond, d'attendre un petit moment, et puis de temps en temps ils allaient voir ce qui se passait, ils tiraient, ils voyaient un crabe, hop, ils le remontaient, et comme ça ils en faisaient un derrière l'autre, tous les quarts d'heure ils avaient un crabe énorme. Donc celui que vous voyez ici en photo, c'est celui qu'ils nous ont donné. Et qu'on a mangé cette fois. On avait emporté avec nous une grosse marmite en disant cette fois, il nous faut une marmite pour arriver à cuire les crabes.
Eh ben, on l'a pas utilisé. Non, mais en fait, c'est facile à manger les crabes et à cuire parce qu'en fait, il faut tant qu'il est vivant, hein, c'est pas très sympa pour lui, mais il faut lui couper les pattes et on fait cuire juste les pattes dans un petit courbouillon pendant 10 minutes et puis c'est bon quoi. Il n'y a même pas besoin de casse-noix ou quoi que ce soit, c'est très mou en fait. Voilà, la carapace est très molle. Quand elle dit qu'il faut les garder vivants, c'est parce que si vous tuez un crustacé, quel que soit le crustacé d'ailleurs, ils ont des chairs qui se liquéfient très rapidement à leur mort. Donc si vous attendez ne serait-ce qu'un quart d'heure, 1 heure après l'avoir tué, eh ben, quand vous le cuisez, il n'y a plus rien dedans. C'est tout liquéfié et parti. Donc il faut le faire de son vivant. C'est pour ça que lorsque on était en Martinique, on mangeait des langoustes en les plongeant dans l'eau bouillante. Dans les autres animaux qu'on a vus en grande quantité, d'abord c'est les rorquals dont on a déjà parlé tout à l'heure. Malheureusement, on peut pas vous montrer beaucoup d'images parce que on les voit juste, on voit juste le dos sortir, on voit les jets de vapeur chaque fois qu'ils reprennent leur respiration. J'en ai tombé une fois, notamment dans une orgie de rorquals. Ils étaient peut-être 10, 20 dans un banc de poissons avec des mouettes dessus, et vous regardez les images que ça donne. Alors on voit pas vraiment les rorquals, mais on les voyait nous très facilement. Voilà, la gueule qui se ferme. Ah ouais, alors ils ouvraient la gueule comme ça, et ils avançaient dans le banc de poissons et hop, ils attrapaient tout ça, les oiseaux se jetaient sur tous les restes qui pouvait y avoir. C'était incroyable, on est resté un moment, on les regardait, et puis c'était à 10 mètres du bord, quoi. C'était pas du tout à l'horizon, parce que les autres fois on les avait vus plutôt à l'horizon. Là ils étaient à 10 mètres du bord, vraiment c'était impressionnant. C'est la première fois qu'on voyait ça. Pourtant c'est pas la première fois qu'on voit des baleines, on en a vu un paquet au Mexique, etc. Mais là vraiment ça nous a impressionnés. Sinon, on a vu plein de marsouins. Je crois qu'à peu près tous les spots, on a vu les petits marsouins qui sont distinguables par le petit aileron noir qu'ils ont. C'est pas comme le dauphin qui fait une faucille, c'est un petit triangle noir. Donc ça, partout. Partout, et juste ils passent le dos comme ça. Donc on a fait des photos, mais c'est sans intérêt parce que souvent en plus on les zoome. Et donc si on veut les voir mieux, c'est très pixelisé. Donc voilà, des marsouins, pas mal. Mais il y a aussi des phoques. Les phoques, ouais, les phoques... Ouais, comment il s'appelle, le phoque je sais plus, il y a deux sortes de phoques. Il y a celui qui a la petite tête ronde trop mignonne, ouais, c'est pas celui-là, c'est celui qui avait un gros nez qui a le front plat comme ça, là, et qui était beaucoup plus gros aussi, hein. C'est un gros, on en a vu aussi quelques-uns, dont un qui nous a tenu compagnie, d'ailleurs vers Kirkenes. Il était devant Capicart, devant la baie, et il était là à la longueur de journée, le soir, pof, il partait dans un autre coin pour aller dormir sur un rocher qui était hors d'eau à marée basse, et puis dès que la mer remontait, hop, il revenait casser la croûte devant nous, et il a fait ça sans arrêt. On a vu une loutre. Oui, oui, on a vu une loutre qui se baladait un peu sur le ventre, sur le dos. C'est différent en termes d'animal dans l'eau. La loutre est un animal facile à reconnaître dans l'eau parce qu'elle se distingue dans ses mouvements de manière différente du marsouin ou du phoque, et notamment parce que souvent elle se met sur le dos et elle prend son poisson et elle casse la croûte avec le poisson dans la gueule, et puis après elle se retourne et elle replonge. Ouais, aperçu un renard aussi à Kirkenes, de loin vite fait. Oui, et puis des oiseaux, toutes sortes d'oiseaux. Et Elodie, elle a potassé les oiseaux sans arrêt. On a un bouquin sur les oiseaux. Et donc on va pas vous citer tout le nom de tous les oiseaux, parce que d'ailleurs je les ai pas reconnus. Je les retiens pas surtout. Mais par contre, on a panoplie d'oiseaux impressionnants, tous assez originaux, avec des choses qui ressemblent à des canards mais qui ne sont pas des canards. Et ce qu'on a vu aussi, qui est rare, qu'on trouve que ici, mais qu'on a que aperçu aussi, c'est 2 fois les petits lemmings, les petites boules de poils là, qui sont super rapides. On a pris une photo, on n'a pris que l'oreille. Ils vont très vite. Ben voilà, des lemmings, il y en a aussi. Bon, c'est le repas préféré des renards là. Ici. Et puis des aigles aussi, parce qu'on a vu des beaux aigles qui devaient bien se nourrir avec les lemmings. Ou des poissons, parce que les aigles, on les a vus pêcher du poisson et les manger devant nous aussi. Des beaux aigles. Alors dans nos activités en dehors de la pêche et de l'observation de la vie sauvage, on a fait des randonnées.
Et alors les randonnées Bah pas tant que ça en fait, parce que soit on était en période de fin de fonte de neige, donc c'était très mouillé, pas forcément très facile. Et puis autrement, il faut vraiment être sportif parce qu'on est dans des zones très montagneuses et du coup il y a des super dénivelés. Donc pour nous, ça n'a pas été top la randonnée. Ça n'a pas été top parce qu'il y avait aussi la pluie, parce qu'en termes de météorologie, ça allait, mais enfin bon, il n'y avait pas des périodes qui correspondaient au moment où on avait la possibilité de faire des randonnées. On a fait beaucoup de petites randonnées. Et dans ces petites randonnées, on a eu l'occasion de faire de la géologie. Alors je vous présente ici un petit cours de géologie correspondant à la géologie norvégienne, qui est très particulière et qui est intéressante sur le plan du réchauffement climatique et du niveau de la mer. Là, sur cette photo, vous voyez comment se forment ces rides-là, qu'on va aller voir grâce à la mer qui était ici avant. Et regardez la mer actuellement comme elle est loin. La mer, elle est là-bas au fond. Et le niveau de l'eau, ben, il n'a pas changé. C'est le niveau de la terre qui est remonté. Regardez les rives ici. Ça, c'est ce qu'on appelle des rives fossiles. Et donc il y a des étages correspondant non pas à la descente de l'eau, mais à la montée, à la surrection de cette montagne-là. Et c'est la surrection de l'orogénèse calédonienne. C'est pas vieux ça, c'est que 10 000 ans. Vous voyez, c'est pas beaucoup 10 000 ans en géologie. C'était il y a quelques secondes. Là, on voit bien la différence de niveau entre le niveau de la mer actuelle et les anciennes rives ici. Eh ben, dans la balade, ce qui est formidable, c'est qu'on voit les terrasses successives. Il y en a une là, puis après, c'est une vitesse plus ou moins rapide de remontée. Et on peut faire des études à l'inverse. La remontée que l'on constate ici, elle est récente, elle est même actuelle. C'est lié à un phénomène qui est l'isostasie. C'est-à-dire qu'ici, il y avait un poids qui était le poids des glaciers. D'ailleurs ici on voit les moraines glaciaires ici qui sont des vestiges de cette période là, et d'ailleurs ici on a des gros blocs dans la mer qui correspondent en fait aux blocs qui a été transportés par les glaciers et qui sont tombés ici au fond lorsque la glace a disparu. En fait cette glace, elle faisait un poids tel qu'elle avait enfoncé la croûte terrestre. Et là maintenant qu'il n'y a plus de glace, eh bien ça remonte donc très rapidement. Donc c'est quelque chose qui est très spécifique à la Scandinavie et que l'on constate à peu près partout ici avec ces rives fossiles. Bon, on passe à la vie pratique. Ah, alors la vie pratique, elle est très pratique puisqu'il n'y a pas de souci. Premièrement, les courses. Bon, les courses, c'est facile. Alors ça a beaucoup progressé depuis la dernière fois où on était venu en 2018, où on trouvait pas une salade, pas une tomate, et dans les supermarchés on trouvait principalement des surgelés. Tous les légumes étaient vraiment flappis, une sale tête. Donc on était parti avec pas mal de boîtes de conserve cette année. Et en fait là ça a énormément progressé. On trouve de tout partout. C'est cher. C'est cher, voilà. La vie est un peu plus chère, enfin même beaucoup plus cher que tout le reste de la Scandinavie. C'est plus cher qu'en Suède, c'est plus cher qu'en Finlande, comme on va le voir plus tard. C'est bizarre parce que ce qui est plus cher aussi, c'est par exemple le carburant. Le diesel, c'est très cher. D'autant plus bizarre qu'ils sont producteurs, hein, parce que c'est quand même le premier producteur d'Europe de pétrole. Ben non, c'est quand même plus cher. Ouais. Concernant la vie chère, je dois vous faire une petite parenthèse concernant le matériel qu'on a acheté. On est tombé en panne d'essuie-glace parce qu'il pleuvait tous les jours, donc on a dû changer les essuie-glaces qui étaient usés. 2 essuie-glaces, 75 €. Ça vous donne envie d'avoir un stock d'affaires avec vous quand vous partez au départ, hein. 75 € pour 2 essuie-glaces. Le prix du saumon, je veux dire, il est plus cher ici que chez nous, alors qu'il est produit ici. Oui, il est plus cher chez nous, c'est incroyable. Hein. Donc, on peut pas dire qu'on se soit régalé sur le plan... Non, on n'est pas allé au resto, les restaurants sont hors de prix, et puis franchement, quand on regarde les cartes des restaurants, ça fait pas rêver non plus. Non, ils nous font pas rêver dans les menus. Moi je veux bien que manger une soupe de saumon, c'est bien, mais... ça nous a pas emballé vraiment plus que ça. Non, c'est burger partout, burger, pizza avec des sauces partout. Bref, les courses c'est facile, c'est plus cher et on trouve des magasins
partout, il y a leur marque à eux, mais il n'y a pas de Lidl par exemple. Non, contrairement aux autres pays scandinaves, en Norvège ils sont pas là. Voilà, il y en a. Peut-être dans le sud, mais je crois même pas. Non, je sais pas, je me souviens plus dans le sud. En tous les cas, on n'en a pas fait un seul. Ça nous a pas manqué parce qu'il y a des grandes surfaces partout, même dans les coins les plus reculés. À Kirkenes, il y a plusieurs grands. On est au bout du monde, mais il y a quand même des grandes surfaces partout. Et ce qui est très appréciable, c'est le pain. En fait, on a mangé beaucoup de pain parce que ça surprend au début, mais il n'y a pas de rayon pain comme chez nous, il n'y a pas de boulangerie comme chez nous. Mais dans le supermarché, il y a des sacs en papier dans lesquels il y a des pains comme fait à la machine à pain, des rectangles, et ils sont vraiment super bons ces pains avec des sachets très colorés avec des petites scènes avec des orques, des ours et tout ça. Et c'est des pains pleins de graines, d'épeautres. Il y a une grande variété. Il faut avoir. D'ailleurs, pour arriver à faire les courses correctement, il vous faut utiliser un traducteur. Alors nous, on a notre traducteur, notre Vasco traducteur, le Translator V4. Donc ça nous permet de nous balader en magasin avec ça, de faire la photo de l'emballage et d'avoir la traduction de ce qu'il y a dedans. Et donc c'est très très intéressant de se balader avec ce traducteur là en particulier. Donc je vous renvoie, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, il y a une vidéo que j'ai faite de présentation de cet outil, et puis je vous renvoie dans le lien en description, si vous voulez vous le procurer, il y a une promotion dessus. Bon, à vous de voir si c'est très intéressant. Moi je m'en sers aussi quand on fait, une fois qu'on a fait les courses, après qu'il faut cuisiner et tout, les instructions de comment on prépare des produits que je connais pas, avec ça je fais la traduction tout de suite quoi. Moi je trouve que c'est pratique. Ouais, c'est très pratique. Alors je vous ai parlé du carburant, il y a aussi la nécessité de faire le gaz. Et pour remplir vos bouteilles de gaz, en GPL notamment, il faut absolument savoir que à partir du moment où on est arrivé en Laponie norvégienne, notamment à partir de Alta, il n'y a plus de possibilité de faire le plein de gaz. On peut changer la bouteille de gaz si c'est une bouteille norvégienne, ça il y en a partout. Par contre, remplir en GPL, c'est plus possible après Alta, qui est un point déjà assez haut en Norvège. Pour le gaz, ici on a un système, en général en Norvège c'est pas le système français, mais là oui, là c'est le système français. Donc j'ai mis mon embout français et je vais remplir ma bouteille. Voilà, c'est plus pratique avec l'embout français d'ailleurs. Ah là c'est facile. Là il suffit d'appuyer sur le bouton en continu et on arrête quand on a mis la quantité qu'on veut. Donc il faut gérer, nous on l'a fait depuis Narvik, on a utilisé les possibilités que l'on a trouvées sur la route et de partir avec le plein sur les 2 bouteilles depuis Alta, parce que le projet c'est d'aller en Finlande. Or en Finlande on ne trouve pas de GPL, donc il nous faut tenir de Alta jusqu'aux pays baltes, là on retrouvera du GPL. Donc pensez à avoir une bonne réserve de gaz pour cette partie-là si vous venez en Laponie norvégienne. Pour l'électricité, si vous n'avez pas de panneaux solaires et que vous voulez recharger vos batteries, il vous faudra passer par des campings parce que il n'y a pas d'endroit où on peut vraiment charger en électricité. Nous, on a utilisé nos panneaux solaires supplémentaires avec les batteries EcoFlow que l'on a en permanence avec nous, la River 2 et la Delta 2. Les panneaux solaires qui nous permettent de les recharger régulièrement et pour avoir notre réserve de 230, parce qu'en fait on s'en sert très peu du 230, mais on s'en sert aussi pour le café ou les ordinateurs. Après pour faire les services, c'est super facile en Norvège, c'est comme en Suède, il y a partout des points où on peut vider les toilettes, faire l'eau. C'est vraiment très pratique là. Tous les spots de bout du monde, là, il y a toujours un endroit. Lorsqu'on vide nos zones noires, nous on n'a pas de souci parce qu'on a un système SOG, comme vous l'avez vu dans les autres vidéos, éventuellement. On n'a pas de souci parce qu'on ne met pas de produits chimiques. Donc nous c'est un très gros avantage grâce à ce système SOG. Alors en Norvège on a un truc spécial pour faire les vidanges d'eau noire. Il faut mettre la cassette dans une boîte et valider. Presse Start. Voilà, Start. Et il faut choisir sa cassette. Sélectionner sa cassette. Nous, c'est celle-là. Il faut à nouveau presser Start. Il faut retirer
ça. Voilà. Il faut intégrer ça Dans le bon sens. Il faut pousser. je sais pas jusqu'où. Voilà. Pas pousser assez. Voilà. Voilà, ça referme. Et ça fait le nettoyage tout seul. Et ça Et- va nous le rendre avec du liquide Ouais, par contre, ça. green dedans. Bon, c'est un produit biologique. Chemical free. Chemical free. Là, ça travaille là-dedans. On s'occupe de rien. Et tout ça, c'est gratuit. Pas bon ça? Vive la Norvège. Il va ressortir comme neuf. Je sais pas ce qu'il nettoie à ce point, mais il nettoie. Hein. Alors ça y est, ça a l'air d'être fini. Alors qu'est-ce que ça nous va faire? Il met le produit dedans peut-être en ce moment. C'est que c'est le seul pays au monde qu'en effet qui présente ce type d'installation. C'est quand même pratique. Bon, il a fallu attendre quand même pratiquement 2 minutes. Et elle ressort propre. J'espère. On va voir. Ah, il faut soulever dessous. Non. Voilà. Voilà. Oui, ils ont mis du produit un peu au fond, mais c'est bien vidé et tout. Produit au fond. Oui. Ah ouais. Toute propre. Allez, plus qu'à ranger là. C'est un pays où la culture de la vie dans la nature est installée dans la Constitution, comme en Suède. Par contre, puisqu'on parle de tourisme et de camping-car, il faut reconnaître que ça a beaucoup changé par rapport aux autres années. La Norvège est envahie de camping-cars. Il y a ceux qui vont au Cap Nord, et qu'on a rencontrés pratiquement partout, qui vont au Cap Nord et qui foncent au Cap Nord. Depuis la Suède, ils arrivent à Alta, ils vont au Cap Nord, après ils redescendent sur toute la côte telle que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Alors c'est un grand classique de ce type de voyage, mais surtout maintenant il y en a beaucoup. Et avant il y avait quelques touristes en camping-car, très peu de Scandinaves en fait, alors que maintenant ils sont majoritaires, les Norvégiens, les Suédois, les Finlandais, et après ça qui représente déjà, les Norvégiens représentent au moins 70 à 80% des camping-cars, il y a les Finlandais et les Allemands. Et vu les Français, il n'y en a pas trop, on en a quand même rencontré, mais on représente une minorité, quelques Espagnols et quelques Hollandais. Mais à part ça, voilà, les camping-cars sont maintenant très très nombreux. Oui, quand on a parlé de nos coups de cœur dans tous les bouts du monde, vous n'êtes pas seul dans les bouts du monde. Hein. C'est parking Sardine là, à Grenze Jacobsen, c'est plein quoi. Oui, ça nous a dérangé vraiment parce que les coins sauvages qu'on avait l'habitude d'avoir, on était seul au monde et seul dans ce monde-là, c'est pratiquement terminé. Côté pratique, il y a quand même une chose qui n'est pas pratique, c'est qu'il n'y a pas de laverie. Oh là là, alors là, ça vraiment c'est incroyable. Comment on fait pour laver son linge? On le lave à la main, mais où on va dans les campings éventuellement. Alors dans les campings, il y a presque tout le temps une machine, mais enfin, vu qu'on peut faire le linge nulle part ailleurs, je me dis que tu dois passer ta journée à attendre d'avoir un créneau pour avoir la machine, le sèche-linge, le machin, tu passes ta journée à ça, et t'es même pas sûr d'y arriver. Ouais, donc, dans les campings, nous on n'est pas allé dans les campings, hein, mais on a vu des photos de gens qui étaient allés dans les campings parlant de laverie. On voit une malheureuse machine à laver à côté dans un coin, avec éventuellement un sèche-linge à côté, mais on se dit quand même que ça fait quand même peu, et bon... oui. Puis c'est la machine comme à la maison, qui te prend 2 heures pour la machine, 2 heures pour le sèche-linge. C'est pas comme un truc où tu fais une demi-heure, et puis c'est fait, quoi. Ouais, donc, voilà, ça nous a manqué en Norvège. Surtout qu'on n'avait pas en Suède déjà. Donc là, vivement qu'on arrive au milieu de la Finlande pour retrouver une laverie. Oui, parce que là, il va falloir... Nous, on a accumulé notre linge depuis très longtemps, et on va arriver à une laverie qu'on a repérée déjà, mais déjà au milieu de la Finlande. Hein. Ouais. Ça sera pour la prochaine vidéo. Ah, ça va être la fête. Hein.
Sur le plan pratique encore, pour les paiements. Alors en Norvège, on paye en couronne norvégienne. Bah normalement. Nous, on a payé tout le temps avec notre carte bancaire. On n'a même pas retiré une seule fois des couronnes. On a payé que avec la carte bancaire. Ça c'est partout, même pour les petits achats, tout. Alors, on a tout payé en carte bancaire. Alors faites gaffe quand même à votre banque, parce qu'il y a des banques qui prennent des frais sur la carte bancaire, ça dépend. Nous, on est sur des banques en ligne, ouais, il n'y a pas de problème. Mais regardez ça dépend des banques quand même. Ouais, donc voilà, nous, on n'a pas de souci pour les paiements. Une chose dont on a eu beaucoup besoin pendant cette période, bon, il y avait la Coupe d'Europe et puis il y a eu cet événement qui est les élections. On avait besoin de suivre les événements, mais on a eu besoin de beaucoup de data. Et heureusement, on a un abonnement avec Olafly, avec qui on est partenaire, et qui nous a permis d'avoir des datas sans limite. On a un abonnement de 3 mois pour 90 €. C'est effectivement un peu cher, mais on est sans limite. Le seul inconvénient là, c'est que c'est des cartes eSIM, et donc il faut avoir un téléphone qui accepte les cartes eSIM. Et ce forfait, il est valable sur l'Europe, donc même si vous changez de pays, il n'y a pas besoin d'insérer une nouvelle carte, c'est toujours la même. Donc c'est l'intérêt de ce forfait Europe, c'est que ça passe franchement partout. On était dans des bouts du monde très reculés, et ça passait, alors qu'avec l'abonnement chez Free qu'on a, l'autre qu'on avait sur l'autre téléphone, ça passait pas toujours. Donc on est sur le top de... Ouais, il est même possible de partager les données avec cet abonnement sur 500 mégas par jour. Donc moi, avec l'abonnement de Free, quand j'avais pas une bonne connexion, ben je me mettais en partage de données sur le téléphone d'Elodie qui était sur Olafly. On a aussi un autre abonnement pour notre routeur que l'on a dans le camping-car et qui est avec une carte Free. Donc finalement, avec tout ça, on n'a pas eu de soucis. Il vous faut des datas, et Olafly pour ça, c'est vraiment très top. Vraiment, parce que ça couvre toute l'Europe. Hein. Et puis si vous allez en dehors de l'Europe, il y a aussi des abonnements qui sont même beaucoup moins chers parfois, par exemple sur les États-Unis. Je vous conseille d'aller voir dans la description le lien d'Olafly. La circulation en Norvège est assez facile. Les routes sont globalement plutôt bonnes. Plutôt bonnes. Les pistes qu'on a faites sont inégales. Des fois, sur les coins qui sont les bouts du monde, vous avez des routes étroites. Contrairement à l'Irlande ou à l'Écosse, où vous avez des endroits pour croiser, c'est pas toujours évident. Par contre, ce qui est original en Norvège, c'est grâce à l'argent qu'ils ont, ben, ils font beaucoup de ponts et de tunnels de très bonne qualité. Avant, on prenait des ferries sans arrêt. Maintenant, ben, on a pris des ferries parce que passer d'une île à l'autre à longue distance, on est obligé de le faire en ferry. Mais sur les courtes distances, ben, il n'y a plus de ferries, il n'y a que des tunnels et des ponts. Alors, on descend super fort dans les tunnels, c'est bizarre au début, hein. Ça plonge vraiment. Alors ça plonge, on a l'impression vraiment de descendre à 40 degrés, mais sûrement pas. Mais ça fait une drôle d'impression de descendre, on descend, on passe sous l'eau et après on remonte ensuite de l'autre côté. Alors il y a ces tunnels-là. Il y a des fois des tunnels sous une montagne, comme... sous la ville carrément, à Tromsø, c'est un labyrinthe sous la ville. Il y a une vie, il y a une circulation sous la ville. Oui, mais alors c'est incroyable parce que on a l'impression qu'on va traverser la montagne. Non, au milieu de là, vous avez un carrefour, mais un vrai ce carrefour avec un rond-point au milieu, avec des accès à droite et à gauche, et avec des panneaux. Là, vous avez plus de GPS dans le tunnel, donc il va falloir bien lire les noms avant d'y aller, parce que vous n'allez pas les reconnaître quand vous serez dans le tunnel. Cette partie Norvège est maintenant terminée. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos qu'on a faites avant, je vous rappelle qu'on a fait une vidéo pour les Pays-Bas, qu'on a fait une vidéo pour l'Écosse, qu'on a fait une vidéo pour l'Irlande, et je vous retrouverai tous les liens dans la description. Et Elodie a fait des articles régulièrement qui sont sur le vlog, que vous verrez ici aussi. Prochaine étape, la Finlande. Prochaine étape, la Finlande, avec toujours les caractéristiques de la Scandinavie, on imagine. On va vous présenter ça la prochaine fois, lorsqu'on y sera et lorsqu'on aura fini ce parcours, qui sera suivi ensuite par les pays baltes. On vous dit maintenant bye bye, à bientôt.